On m'a chargé d'une très difficile tâche qui est de vous présenter Pierre Lurçat en 3 minutes. Donc Pierre est né à Princeton, dans le New Jersey, où ses parents passaient une année sabbatique. Son père était physicien, sa mère était psychologue. En principe, une année sabbatique est consacrée à autre chose qu'au travail, sauf pour des passionnés comme François et Liliane Lurçat. Lui, il travaillait à l'Institut des sciences physiques de Princeton, et elle, bien qu'enceinte, continuait d'étudier et d'écrire. Alors Pierre, malgré son nom français de France, il a passé son enfance à Paris et c'est là qu'il a fait son droit. Et malgré toujours ce nom français de France, il est juif par sa mère et il se sent tellement juif tout court qu'il a fait son alia et qu'il habite depuis 30 ans à Jérusalem. En plus de ça, il a une tare majeure, c'est qu'il est sioniste. Résultat, t'as bien fait de partir, Pierre. C'était pas la peine de rester ici. Pierre écrit des articles sur beaucoup de médias francophones, le Jerusalem Post, Israel Magazine, Causeur, Mabatim, Tribune Juive, j'en passe et d'autres. Et il a également publié beaucoup de livres. Alors, j'ai été particulièrement marquée par la traduction française de Jabotinsky et par aussi la biographie traduite de Golda Meir avec une très intéressante introduction. Et si je ne parle pas des autres, c'est juste parce qu'on m'a restreint à 3 minutes, donc j'essaye de garder le temps. Alors, ce qui nous intéresse ce soir, en fait, c'est sa publication presque en temps réel d'une espèce de la réforme judiciaire israélienne pour les nuls. Cette réforme qui fait tellement manifester en Israël et tellement jubiler les antisémites partout ailleurs. Pierre est capable de jongler entre le français, l'hébreu et l'anglais, et en plus, il est bilingue juridique français courant. C'est ça qui lui permet d'être aussi pédagogue et aussi pertinent sur la réforme israélienne. Son livre s'appelle « Quelle démocratie pour Israël ?» et il est sous-titré « Gouvernement du peuple ou gouvernement des juges ?» Point d'interrogation. On pourrait poser les mêmes questions pour la France, mais j'ai plus d'espoir en la démocratie de l'autre côté de la Méditerranée qu'en ce qui porte ce nom de ce côté-ci. Dans cet essai, Pierre raconte dans le détail le putsch judiciaire qui a permis à la Cour suprême israélienne d'accéder au premier pouvoir, je cite, sans que ce bouleversement de l'équilibre des pouvoirs ait jamais été entériné par la loi ou qu'il ait fait l'objet d'un quelconque débat au Parlement. Il y a eu un avant et un après Aaron Barak pour la Cour suprême israélienne. Pierre explique que, je cite, « Dans les premières décennies de l'État, la Cour veillait scrupuleusement à la séparation des pouvoirs et au respect de la distinction entre le domaine du droit et celui de la politique. Pendant la présidence du juge Barak, la Cour suprême est devenue un bastion de l'activisme progressiste et du camp laïque de gauche. » Évidemment, je vous engage à lire ce livre qui raconte des choses techniques, mais qu'on lit avec autant de bonheur et d'impatience qu'un roman policier. Il vous en parlera beaucoup mieux que moi. Pierre, c'est à toi. Alors, juste pour faire une toute petite, pour réagir à ta présentation très sympathique, Liliane Messica, il se trouve que ce soir, c'est le Yorkshire de ma mère que tu as évoqué, donc je lui dédie cette conférence. Alors, peut-être pour reprendre aussi la métaphore que Liliane Messica a utilisée en comparant très, très gentiment mon livre à un roman policier, c'est quand même pas un roman policier, mais s'il ressemble un tout petit peu à un roman policier, alors je dirais que nous savons qui est la victime et nous savons aussi qui est le coupable. Et l'enjeu de ce livre et l'enjeu aussi de mon exposé ce soir, c'est de relater plus les faits et les circonstances qui sont bien sûr essentielles à la compréhension du crime entre guillemets, hein, évidemment. Il n'y a pas eu mort d'homme, mais il y a eu un changement, je dirais, de régime politique, ou en tout cas un changement de visage de la démocratie israélienne. Et c'est ça que je voudrais relater ce soir. Tout d'abord, en exposant quelle était la conception classique de la Cour suprême et de la justice dans la démocratie israélienne en 1948 et jusqu'en 1992. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé en 1992, autour des années 92, des années 90, et comment est-ce que la Cour suprême est devenue
le premier pouvoir en Israël. Et puis, évidemment, dans une troisième partie, dire quelques mots du projet de réforme actuel et de ceux qui l'ont précédé, puisque ce n'est pas le premier projet de réforme, il y en a eu beaucoup. Et donc, dire quelques mots de comment est-ce qu'on peut réformer la justice israélienne aujourd'hui. Alors donc, pour commencer, et pour dire quelques mots de quelle était la situation de la démocratie israélienne en 1948 et quel était l'équilibre des pouvoirs en 1948, eh bien, je vais citer quelqu'un qui était le premier concerné, puisque c'était le premier président de la Cour suprême israélienne, qui s'appelait Moshe Zamora, le juge Zamora, et qui avait prononcé quelques mots très brefs que je vais citer lors d'une cérémonie d'inauguration de la Cour suprême. Donc, ça se passait en septembre 1948. Et il avait dit à l'époque, « Il nous est interdit d'empiéter sur le domaine du législateur. Nous devons juger en fonction de la loi gravée sur les tables. » Chok harut ala luchot, une expression évidemment très parlante pour un Israélien, pour un Juif. Et je dirais que dans ces quelques mots, il y a deux choses essentielles. Il y a le fait que la Cour suprême considérait qu'elle n'avait pas le droit d'empiéter sur le domaine de la Knesset. Et la deuxième chose, c'est qu'elle considérait que son rôle était purement d'appliquer la loi, comme il disait, la loi gravée sur les tables. Donc, aucun rôle de création du droit. Et de ce point de vue-là, on va voir que le juge Aaron Barak a bouleversé les choses de manière tout à fait radicale. Alors ça, c'était la conception classique du droit en 1948. Et pour l'illustrer encore par un autre exemple plus récent, qui est celui de ce qu'on appelle le premier arrêt de jurisprudence Ressler, qui date de 1960. Juste pour dire quelques mots du contexte, il y a un avocat israélien qui s'appelle Yehuda Ressler, et qui est ce qu'on appelle un requérant récidiviste, c'est-à-dire qu'il a déposé des recours à plusieurs reprises depuis les années 60 et jusqu'aux années 90, toujours sur le même sujet, qui était un sujet évidemment très brûlant en Israël, qui est la conscription des étudiants des yeshivot dans l'armée. Et donc, depuis les années 60-70, Yehuda Ressler saisit la Cour suprême, toujours sur le même sujet, en disant il faut que les étudiants des yeshivot soient enrôlés dans l'armée. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont la Cour suprême a réagi. Alors, je cite le premier arrêt Ressler, donc je crois qu'il date de 1960, si je ne me trompe pas, dans lequel la Cour a dit « Même si les requérants démontraient que leur service militaire serait raccourci à la suite de l'enrôlement des étudiants des yeshivot, je n'y verrais aucun motif pour rendre la décision demandée. » C'est le juge Chaim Cohen qui parle, car la question de savoir s'il convient ou non d'enrôler les étudiants des yeshivot est fondamentalement une question publique dont la solution appartient à l'échelon politique qui est seul compétent pour la trancher. Et donc, vous voyez là, exposé en quelques mots, je dirais la conception classique du juge Cohen, et qui est la conception classique du rôle de la Cour suprême dans la démocratie israélienne entre 48 et 92, grosso modo, qui est de dire la Cour n'intervient pas dans une question qui est une question publique et politique. Et je dirais cette abstention ou cette retenue judiciaire, elle a été observée scrupuleusement par la Cour suprême jusqu'à la fin des années 80, n'est-ce pas? Et donc, jusqu'à la fin des années 80, pendant les 4 premières décennies de l'État d'Israël, on peut dire que la Cour suprême s'en tient à son rôle classique, qui est celui d'arbitrer des conflits juridiques, et elle se garde bien d'intervenir chaque fois que la question qui lui est soumise est une question polémique ou une question politique, n'est-ce pas? Et on verra tout à l'heure comment sur le même sujet soumis par le même requérant Yehuda Ressler, la Cour suprême va dire des choses tout à fait différentes. Encore un mot peut-être pour exposer la situation juridique et aussi politique, parce que c'est lié évidemment, entre 48 et la fin des années 80, pour dire que, d'une part, quelque chose qui est important à comprendre pour quelqu'un qui vient de France ou quelqu'un qui est en France, c'est qu'en Israël, on n'a pas la dualité ce qu'on appelle les juridictions civiles et administratives. On a un seul système de tribunaux, on a seulement l'ordre judiciaire, on n'a pas l'ordre administratif,
Donc, tout le contentieux administratif en Israël relève de la Cour suprême. Et jusqu'à récemment, jusqu'aux années 2000, il n'y avait pas en Israël de tribunaux administratifs. Donc, tout le contentieux administratif, c'est-à-dire les litiges entre particuliers et administration, relevait uniquement de la Cour suprême, qui avait évidemment cette fonction éminente et très importante de juger tous les recours formés contre des décisions de l'administration. Eh bien, cette situation a été modifiée dans les années 2000 par une réforme du système judiciaire qui a été initiée par le juge Aaron Barak, dont on va reparler. Et le but de cette réforme, c'était de créer des cours administratives au sein des tribunaux existants, donc ne pas créer un nouvel ordre de tribunaux, mais simplement des cours administratives. Mais le but de la réforme, c'était pas de changer le système judiciaire, c'était plus simplement, mais aussi de manière tout à fait, je dirais, avec un but bien précis, c'était d'alléger la charge du travail de la Cour suprême pour lui permettre de se consacrer à autre chose. Et cette autre chose, en fait, c'est un contentieux public et politique. Donc, voilà, en 2 mots exposés, je dirais l'évolution radicale qu'a connue la Cour suprême depuis 1948. Initialement, un juge qu'on pourrait comparer, je dirais, à la Cour de cassation ou à la Cour d'appel en France. Et aujourd'hui, elle est devenue également un Conseil d'État et aussi et surtout une Cour constitutionnelle. Et c'est ça que je vais relater maintenant dans la deuxième partie de mon exposé. Alors peut-être encore un troisième et dernier point sur la situation en 1948, parce que c'est un point qui est soulevé très, très souvent dans le débat public aujourd'hui en Israël, c'est la question des droits de l'homme. À savoir, est-ce que la Cour suprême protégeait les droits de l'homme dès 1948, donc avant les années 90, est-ce que je dirais dans sa version classique, Cour suprême non activiste, Cour suprême qui était, on pourrait dire, partisan de la restreinte judiciaire, de ce qu'on appelle en anglais judicial restraint, est-ce que la Cour suprême protégeait déjà les droits de l'homme? Et la réponse, elle nous est donnée dès les premiers mois, dès les premières semaines de son activité. En 1948, alors que la guerre d'indépendance n'est pas encore terminée, et il y a un requérant arabe qui s'appelle Abou Lavan, qui en fait n'était pas un simple requérant, qui était le commandant des forces arabes de la ville de Yafo. Et lorsque l'Irgun, parce que c'est l'Irgun qui a conquis la ville de Yafo, eh bien lorsque les forces arabes se sont rendues à l'Irgun, eh bien ce Abou Lavan a été arrêté, il a été placé en détention administrative, selon donc une procédure qui est héritée du droit anglais. Et c'est un membre de sa famille a porté un recours devant la Cour suprême en demandant sa libération. Et finalement, la Cour suprême a décidé, a enjoint au gouvernement et à l'armée d'expliquer pourquoi il ne devrait pas être libéré. Et donc, ce requérant, qui était donc un chef de l'armée arabe, ou en tout cas des forces armées arabes à Yafo, a finalement été libéré par la Cour suprême dès 1948, alors même que la guerre n'était pas terminée. Ce qui montre bien que la Cour suprême, dans sa version que j'ai appelée classique, avait déjà un rôle de protection, de défense des droits de l'homme. Et je ne rentre pas évidemment dans le fond du débat, est-ce qu'elle a eu raison de le faire ou pas, mais simplement, la Cour suprême était déjà non seulement habilitée, mais se permettait déjà d'intervenir de manière tout à fait très osée, disons, en contredisant la décision de l'armée, en contredisant la position du gouvernement. Voilà, donc ça c'était, je dirais, pour dire quelques mots, pour exposer très succinctement quelle était la situation du droit israélien et quelle était la situation notamment de la Cour suprême en 1948. Et c'est un petit peu cette situation qui a prévalu jusqu'à la fin des années 80. Alors, avant de retracer maintenant quelle a été l'œuvre du juge Aaron Barak et ce qu'il a appelé lui-même la révolution constitutionnelle, eh bien, je voudrais peut-être illustrer les prémices de cette révolution en citant maintenant le second arrêt Ressler, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui date, lui, des années 80, et dans lequel le juge Barak a exprimé
une position tout à fait différente. Il a dit, je cite, « Toute action est soit autorisée, soit interdite par une norme juridique. Toute action humaine peut être enfermée dans une norme juridique, et peu importe à cet égard que la nature de l'action en question soit politique ou non. » Et donc, ce qu'il expose dans cet arrêt Ressler, dans ce nouvel arrêt Ressler, c'est le fait qu'à ses yeux, comme il l'a dit ailleurs, le monde entier est empli de droits et donc il y a chaque fois une norme juridique qui s'applique. Chaque comportement humain peut faire l'objet d'une norme juridique et donc le droit a vocation à s'appliquer dans toutes les situations. Et ça, je dirais, on pourrait dire, c'est le soubassement philosophique de la révolution constitutionnelle. C'est-à-dire, c'est l'idée que le monde entier est empli de droits, ça c'est l'expression du juge Aaron Barak, et c'est au nom de cette conception qu'il va mener cette révolution constitutionnelle que je vais exposer maintenant et qui va étendre sans limite le domaine de compétence de la Cour suprême en Israël. Alors peut-être juste pour dire encore quelques mots de ces conceptions philosophiques, ce qui est intéressant, c'est que le juge Barak, qui avant d'être juge puis président de la Cour suprême, était professeur de la faculté de droit de Jérusalem, il était le doyen de la faculté de droit. Bon, il a une carrière assez fulgurante. Il a été d'abord, il est né à Kovno en Lituanie. Il a passé la guerre dans le ghetto. Il était un enfant caché. Il a raconté cette histoire récemment dans une interview assez récente sur la télé israélienne. Et c'est une expérience évidemment qui a été très marquante pour lui parce que quelque part, et je résume de manière très très rapide, il a souvent dit que l'expérience de la Shoah lui avait démontré à ses yeux que c'était très important dans une démocratie qu'il y ait des juges très puissants pour empêcher l'exécutif d'attenter aux libertés fondamentales. Donc il a cette idée qui est fondée ou non, mais peu importe, mais cette idée chez lui très marquante que le rôle du juge dans une démocratie, il a écrit un livre qui porte précisément ce titre, le rôle du juge, c'est de protéger les libertés individuelles, les libertés fondamentales contre l'arbitraire du pouvoir. Alors, donc, je disais qu'il avait été professeur de droit et il a publié plusieurs ouvrages théoriques dans les années 70-80, donc avant même d'accéder à la présidence de la Cour suprême. Et dans ces ouvrages théoriques, il expose, je dirais bien avant la révolution constitutionnelle, il expose la trame théorique, il expose je dirais ce qu'on pourrait qualifier de son credo politique idéologique, qui est celui, notamment dans son livre Le juge dans la démocratie, le rôle du juge dans la démocratie, qui est celui d'un juge très puissant, celui d'une Cour suprême hyperactiviste, et ce qu'il a appelé aussi d'une Cour suprême qui doit être, selon lui, l'architecte du changement social. Et à ce sujet précisément, il y a un échange intéressant entre le juge Barak israélien et la juge américaine que vous connaissez, Ruth Bader Ginsburg, qui elle aussi était une icône du monde judiciaire américain. Il y a eu un très beau film à son sujet. Et Barak a dit quelque part, la juge Bader Ginsburg admirait beaucoup la Cour suprême israélienne parce qu'elle aussi, tout comme moi, pensait que le juge doit être un architecte du changement social. Et effectivement, cette comparaison est tout à fait intéressante, mais il y a quand même une différence essentielle entre la situation d'Israël et la situation des États-Unis. Enfin, il y a beaucoup de différences, mais il y en a au moins deux essentielles pour notre sujet. La première, évidemment, c'est que les États-Unis ont une constitution et qu'ils ont un système très élaboré de ce qu'on appelle check and balances, un système d'équilibre des pouvoirs et de contre-pouvoirs, ce que n'a pas Israël. Israël n'a pas de constitution, on va en reparler. Et la deuxième différence fondamentale, c'est que même s'il y a aux États-Unis des juges activistes, donc des juges qui prônent un activisme judiciaire, c'est-à-dire une intervention de la Cour suprême sur des sujets politiques, sur des sujets polémiques, il y a aussi des juges conservateurs et il y a en fait un équilibre qui est très souvent respecté aux États-Unis. Et en tout cas, il y a un jeu de balancier qui fait que la Cour est tantôt à majorité progressiste, tantôt à majorité conservatrice, tantôt majorité activiste, tantôt majorité non activiste. Et donc, je dirais que la situation de la Cour suprême aux États-Unis n'a rien à voir avec la situation
israélienne, au point que d'ailleurs il y avait un juge conservateur américain qui avait dit un jour lorsque l'actualité m'accable, je regarde ce qui se passe en Israël et là je suis rassuré parce que là-bas c'est bien pire. Évidemment, ce qu'il voulait dire de manière un peu ironique, c'est que en Israël, on a une Cour suprême non seulement hyperactiviste, la plus activiste du monde, comme je vais l'expliquer, non seulement on a une Cour suprême à majorité progressiste, à majorité qui représente un camp politique bien déterminé en Israël, et les quelques changements cosmétiques qui ont été faits n'ont pas modifié fondamentalement cette réalité. Et donc finalement, on a une Cour suprême en Israël qui est un contre-pouvoir, mais un contre-pouvoir qui lui-même n'a pas de contre-pouvoir. Et c'est un petit peu, je dirais, ce que je décris dans mon livre, c'est comment la Cour suprême, premièrement, est devenue le premier pouvoir en Israël, et deuxièmement, est devenu un pouvoir qui n'a pas de limite, qui n'a pas de limite ni légale, et qui n'a même pas de, je dirais, de fondement légal à son activisme judiciaire. Alors, pour dire peut-être encore quelques mots de la philosophie juridique du juge Aaron Barak, puisque c'est en fait lui qui, pratiquement tout seul, a été l'auteur de cette révolution constitutionnelle. Il y a eu d'autres personnes autour de lui, peut-être j'en dirai quelques mots, mais fondamentalement, c'est lui qui a été le penseur, le théoricien et le maître d'œuvre de cette révolution constitutionnelle. Eh bien, il a dit plusieurs choses intéressantes pour notre sujet. Il y a des expressions de lui qui sont très connues, que tout le monde connaît en Israël, et notamment, il y a celle que j'ai déjà citée, « Le monde entier est empli de droit ». Il a dit, à mes yeux, le monde entier est empli de droit, tout comportement humain est soumis à une norme juridique, et même lorsqu'un certain type d'activité, comme par exemple l'amitié ou les pensées subjectives, est régie par l'autonomie de la volonté, cette autonomie n'existe que parce qu'elle est reconnue par la loi. Et il en conclut qu'il n'existe aucun domaine de la vie qui échappe au droit. Donc, cette conception bien particulière du droit, on pourrait dire que c'est une conception totalitaire au sens où le droit envahit toute la vie humaine. Il n'y a pas aucun domaine de la vie humaine qui échappe au droit, comme il le dit lui-même. Et par ailleurs, c'est aussi, comme l'ont fait remarquer beaucoup d'observateurs en Israël, et pas seulement en Israël, c'est une conception quasiment religieuse. Et le premier qui a fait cette remarque, c'était, je dirais, l'alter ego du juge Barak, qui était le juge Menachem Elon, qui était donc son collègue à la Cour suprême et qui avait des conceptions très différentes, qui avait aussi un background très différent puisqu'il il avait étudié en yeshiva, il était spécialiste du droit hébraïque, c'est l'auteur de la somme en Israël sur le droit hébraïque en plusieurs volumes, et c'était l'adversaire le plus résolu à une certaine époque du juge Barak au sein de la Cour suprême. Et Menachem Elon avait fait remarquer que la conception du droit du juge Barak, donc ce droit omniprésent, c'est une conception, je cite Menachem Elon, qui correspond à une vision du monde religieuse et pas à une conception juridique. Et notamment cette expression très fameuse, le monde entier est rempli de droit, Mlo haolam mishpat en hébreu, elle est calquée en fait sur une expression tirée de la prière juive quotidienne, le monde entier est empli de sa gloire. Et évidemment, ce n'est pas par hasard que Barak lui-même quelque part à citer ou à copier une expression de la prière juive parce que, et là c'est Menachem Elon qui parle, le système judiciaire, selon Barak, présente un caractère religieux qui intègre toute l'expérience humaine. Il y a d'autres personnes qui ont fait la même comparaison, je ne vais pas tous les citer, mais il y a eu notamment le professeur Menachem Motner dans un livre, et qui d'ailleurs lui-même est un partisan de l'activisme judiciaire, mais qui a fait remarquer lui aussi que la vision d'Aaron Barak était une vision religieuse et qu'il a d'ailleurs expliqué de manière beaucoup plus détaillée et beaucoup plus circonstanciée en faisant remarquer que le droit dans les sociétés occidentales aujourd'hui remplissait un petit peu la fonction que remplissait autrefois l'Église catholique. Donc, il resitue ça dans un contexte beaucoup plus vaste, beaucoup plus général. Alors, donc ça, c'est, si vous voulez, en quelques mots, c'est un petit peu la philosophie juridique du juge Aaron Barak, et c'est cette philosophie qu'il a donc développée quand il était encore un professeur de droit en Israël, à l'Université de Jérusalem, et qu'il a ensuite mise en application une fois qu'il est devenu juge et ensuite très rapidement président de la Cour suprême dans les années 80. Et c'est ça que je voudrais
exposer maintenant, c'est finalement comment est-ce que, au nom de cette philosophie bien particulière, il a réussi à faire de la Cour suprême non seulement un acteur de premier plan dans la vie publique en Israël, mais finalement le premier pouvoir auquel tous les autres pouvoirs sont soumis. Et c'est ça que je voudrais raconter maintenant. Alors, l'extension du domaine de compétence de la Cour suprême, elle s'est faite tout d'abord en supprimant deux critères fondamentaux qui limitaient l'intervention de la Cour suprême, qui sont le critère de ce qu'on appelle le justiciable, qu'est-ce qui est justiciable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et le critère de l'intérêt à agir. Alors, de manière très simple, ce qui est justiciable, ça veut dire ce qui peut faire l'objet d'un débat juridique devant la Cour, n'est-ce pas? Et traditionnellement, il y a des choses qui sont justiciables et d'autres qui ne le sont pas. Comme j'avais cité tout à l'heure le premier président de la Cour suprême en 1948, Moshe Zamora, qui disait « ce qui n'est pas justiciable, c'est ce qui relève du débat public », n'est-ce pas? Donc, tous les sujets polémiques et politiques, a priori, ne sont pas justiciables. En France, on sait que traditionnellement, ce qui relève de la diplomatie n'est pas justiciable, n'est-ce pas? Eh bien, le juge Barak a finalement aboli progressivement le critère de la justiciabilité en considérant que tout est justiciable, puisque comme il avait lui-même expliqué auparavant, le monde entier est empli de droits, tout comportement relève d'une norme juridique, donc finalement, logiquement, je dirais, tout peut être justiciable, il n'y a plus de distinction entre ce qui est justiciable et ce qui ne l'est pas. Le deuxième critère essentiel qu'il a aboli, c'est le critère de l'intérêt à agir. Et là aussi, c'est quelque chose d'essentiel dans tout système de droit démocratique, c'est de savoir est-ce qu'une personne est habilitée à porter un sujet devant la Cour suprême, devant un tribunal, mais surtout devant la Cour suprême. Et le critère, c'est de savoir est-ce que cette personne, elle possède un intérêt à agir, c'est-à-dire est-ce qu'elle est elle-même concernée, n'est-ce pas? Et c'était un petit peu ce qu'avait soulevé le juge Chaim Cohen, que j'ai cité tout à l'heure, dans le premier arrêt Ressler, lorsque l'avocat Ressler, pour la première fois, a porté la question du service militaire des étudiants en yeshivot devant la Cour suprême, et le juge Chaim Cohen avait répondu « Même si vous démontriez que votre service à vous serait raccourci, c'est-à-dire que vous avez donc un intérêt à agir, eh bien, je dirais que cette question n'est pas justiciable. » Eh bien, dans le nouveau système qui a été mis en place dans les années 90 et à la fin des années 80, début des années 90, par le juge Aaron Barak, le critère de l'intérêt à agir a progressivement été totalement supprimé. Et comment est-ce que ça s'est manifesté? Eh bien, ça s'est manifesté de manière très simple par le fait que la Cour suprême a ouvert très largement ses portes, notamment non seulement à des particuliers, comme cet avocat que j'ai cité déjà plusieurs fois, mais aussi à des ONG, à des associations, et notamment à des ONG qui ont un agenda politique bien précis, que vous connaissez, toutes les ONG comme B'Tselem, comme Shovrim Shtika, Breaking the Silence, qui ont tout un agenda politique et qui sont aujourd'hui parmi les premiers en nombre de recours, qui sont parmi les premiers requérants qui interviennent devant la Cour suprême sur des sujets qui sont toujours bien précis, ce que moi j'appelle dans mon livre un contentieux anti-israélien, on pourrait dire un contentieux antisioniste, en tout cas un contentieux politique très marqué, toujours dans le même sens. Par exemple, contre les recours récurrents contre les démolitions de maisons de terroristes arabes, sujet dont je pourrais dire quelques mots peut-être, ou recours contre les décisions de l'armée israélienne, donc sur des sujets très souvent sécuritaires, liés au conflit lié à la sécurité. Et sur tous ces sujets, la Cour suprême, non seulement a ouvert les portes, a très largement ouvert ses portes, mais aussi la Cour suprême s'est déclarée compétente, et non seulement s'est déclarée compétente, mais de manière, je dirais, très flagrante, la Cour suprême a considéré, conformément à la philosophie du juge Barak que j'ai exposée, qu'elle avait son mot à dire, et non seulement qu'elle avait son mot à dire, mais qu'elle avait le dernier mot. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre un seul exemple très, très marquant, lorsque des requérants, pendant une opération militaire à Gaza, vont saisir la Cour suprême
en disant, par exemple, qu'il faut autoriser l'entrée dans la bande de Gaza de certains équipements, de certains médicaments, de toutes sortes de produits de première nécessité, eh bien, la décision qui, jusqu'à présent, jusqu'à récemment, relevait uniquement de l'échelon militaire, sécuritaire ou politique, eh bien, maintenant, cette décision, elle est prise par la Cour suprême. C'est-à-dire que la Cour suprême s'est octroyé le droit d'avoir le dernier mot sur des sujets aussi importants et a priori aussi peu juridiques que de savoir est-ce qu'il faut laisser rentrer dans la bande de Gaza certains produits, certaines denrées, est-ce que le blocus de la bande de Gaza peut être maintenu ou pas pendant une opération militaire, sous toutes sortes de sujets dans ce domaine-là, mais dans toutes sortes d'autres domaines, la Cour suprême est devenue aujourd'hui l'arbitre ultime. Alors, je ne vais pas multiplier les exemples, je vais peut-être en donner 2-3 autres simplement, parce que la liste est sans fin. J'ai parlé de sécurité, j'ai parlé un petit peu d'État et religion à propos évidemment de la question brûlante du service militaire pour les étudiants des Chivotes. Je vais donner 2 autres exemples sur 2 domaines qui n'ont rien à voir. Le premier, c'est dans un domaine, je dirais, de la vie quotidienne très éloigné des sujets politiques, c'est est-ce que les parents ont le droit d'appliquer des sanctions corporelles à leurs enfants? Eh bien, sur ce sujet, a priori qui n'a pas beaucoup je dirais de lien avec la politique, qui est un sujet tout à fait anodin, la Cour suprême a décidé que le simple fait pour un parent de donner une tape sur la main de son enfant pouvait constituer le délit de coups et blessures. Donc là aussi, je dirais, la Cour suprême est entrée de manière très, très marquée sur un sujet polémique, qui peut être en tout cas considéré comme polémique. Et pour donner un autre exemple, encore plus anodin a priori, à première vue, c'est le sujet du droit des contrats. Et dans le domaine du droit des contrats, qui d'ailleurs est un des domaines de spécialité de Aaron Barak, eh bien, la Cour suprême, dans un arrêt très remarqué qui s'appelait l'arrêt Apropim, a dit le juge peut modifier le contrat dans un sens différent de ce que les parties avaient entendu. C'est-à-dire que, bon, vous connaissez peut-être l'adage français, le contrat est la loi des parties. Ça, je dirais, c'est la conception classique du droit des contrats. C'est-à-dire que tout contrat qui porte sur un objet qui n'est pas illicite ou immoral, eh bien, peut être fait selon ce que les parties souhaitent. Et en principe, lorsque le juge doit interpréter un contrat, et ça c'est vrai autant en France, aux États-Unis évidemment, et en Israël jusqu'aux années 90, le juge doit se contenter de rechercher l'intention des parties. Eh bien, depuis l'arrêt Apropim, la Cour suprême a décidé que non seulement le juge avait une liberté dans l'interprétation du contrat, mais en fait, elle a décidé que la Cour suprême, le juge en général, avait le dernier mot pour savoir quel était le contenu d'un contrat. Et c'est une question qui peut paraître très éloignée des sujets brûlants, des sujets polémiques, mais en fait, ça a eu des répercussions très graves dans la vie économique en Israël, au point qu'aujourd'hui, les sociétés internationales qui contractent avec des sociétés en Israël prennent bien soin d'éviter que la compétence soit donnée aux tribunaux en Israël, parce que ça a créé une grande incertitude juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel contrat peut être relu et réinterprété par les juges, et notamment par les juges de la Cour suprême, et les juges auront le dernier mot. Ils sont capables de dire, en fait, ils pensent que c'est eux qui savent mieux ce que les parties au contrat elles-mêmes ont voulu dire dans leur contrat. Donc, vous voyez, le point commun entre tous ces domaines très différents, ces quelques exemples que j'ai cités rapidement, je dirais le point commun entre tous ces exemples, c'est d'une part que la Cour suprême intervient de manière illimitée, de manière abrupte et souvent radicale, et toujours avec cette idée qu'elle doit avoir le dernier mot, qu'elle est l'arbitre ultime, que ce soit dans le domaine de la sécurité, dans le domaine des contrats, dans toutes sortes de domaines très, très différents. On pourrait dire presque dans tous les domaines, puisque aujourd'hui, il n'y a plus aucune question qui n'est pas justiciable devant la Cour suprême. Et pour donner un dernier exemple qui, évidemment, a beaucoup d'importance, c'est celui des nominations
à des postes publics et politiques. Dans le domaine des nominations, et notamment des nominations de hauts fonctionnaires et de ministres, eh bien, aujourd'hui, la Cour suprême, comme vous le savez sans doute, a aussi un droit de regard et elle s'autorise à invalider des nominations pour toutes sortes de raisons plus ou moins justifiées, parfois qui ont l'air justifiées, parfois qui ne le sont pas du tout. Mais je dirais sur le principe même, la Cour suprême considère que toute nomination, notamment une nomination d'un ministre, peut faire l'objet d'un recours et ce recours sera toujours examiné et la Cour suprême dira finalement est-ce que ce ministre peut ou non être désigné, est-ce que tel comportement qu'il a eu, tel propos qu'il a tenu lui interdit finalement de devenir ministre, pas seulement d'ailleurs des propos ou des comportements qui relèvent du droit pénal, n'est-ce pas? Mais aucune loi en Israël n'interdit à un ministre qui a été condamné sur le plan pénal de devenir ministre, mais la Cour suprême, elle, considère qu'elle peut invalider une nomination. Donc, vous comprenez aisément que dans ces conditions, la Cour suprême est devenue finalement un acteur politique et que le droit de regard qu'elle s'est arrogé sur tous les domaines de la vie publique l'a transformé progressivement en un acteur de premier plan dans la vie politique et dans la vie publique. Et finalement, je dirais, c'est la racine un petit peu du problème que souhaite résoudre le projet de réforme actuel dont je vais parler tout à l'heure. Mais avant même d'en parler, je voudrais dire encore quelques mots de la révolution constitutionnelle du juge Aaron Barak et je voudrais surtout aborder un élément essentiel que je raconte dans mon livre, qui est celui de finalement comment est-ce que cette révolution a pu être menée à bien et comment est-ce que la Knesset elle-même a quelque part pu valider le vote de deux lois fondamentales qui ont ensuite permis à la Cour suprême d'exercer ce droit de regard que je viens de décrire. Alors, ces deux lois qui ont été votées en 1992 s'appelaient loi fondamentale sur la dignité humaine et loi fondamentale sur la liberté professionnelle, donc deux lois qui portaient a priori sur des sujets bien délimités, mais qui sont devenus ensuite l'outil par lequel la Cour suprême, sous la houlette du juge Barak, s'est autorisée à intervenir, comme je l'ai décrit, dans tous les domaines de la vie publique, et c'est aussi autorisée, ça je ne l'ai pas encore abordé, à annuler des lois de la Knesset. Alors, ce qui est intéressant, je ne vais pas raconter dans tout le détail, mais je vais juste dire quelques mots. Ce qui est, je dirais, le plus fascinant dans ce qui s'est passé en 1992, lorsque ces deux lois ont été votées, c'est que finalement, les principaux protagonistes, ceux qui ont soutenu le vote de ces deux lois, ont caché à la fois au grand public et aussi aux députés de la Knesset le but véritable du vote de ces deux lois. Et celui qui raconte le mieux cet épisode tout à fait crucial, c'est le député Chaim Ramon, qui était donc député du Parti travailliste, qui a ensuite été dirigeant du Parti travailliste, et qui lui-même a été enrôlé au service donc, du vote de ces deux lois fondamentales de 1992, donc qui lui-même a cru à l'époque que c'était important de faire passer ces deux lois, et qui, quelque part, lui-même a été trompé, comme il a dit beaucoup plus tard, j'ai été un idiot utile parce qu'on m'a persuadé qu'il fallait faire voter ces deux lois à la Knesset, et de fait, ces deux lois ont été adoptées dans un vote en catimini qui s'est passé en fin de soirée devant une Knesset à moitié vide. Il y en a une qui a été adoptée à 32 voix contre 23, et la seconde a été adoptée par 30 voix contre aucune opposition. Alors, sans rentrer dans tout le détail, parce que ça serait évidemment beaucoup trop long, mais je dirais le point crucial dans le vote de ces deux lois de 92, ces deux lois fondamentales, donc sur la dignité de l'homme et sur la liberté professionnelle, ces deux lois qui devaient initialement faire partie d'un ensemble plus vaste de 4 lois qui étaient en fait, on pourrait dire, les lois sur les droits de l'homme, et finalement, initialement, il y avait une seule loi qui a été ensuite séparée en 4 chapitres parce qu'il y a eu entre-temps un changement de majorité, il y a eu un changement de gouvernement
et le gouvernement, je crois que c'était le gouvernement Shamir de l'époque, a fait une coalition avec les partis orthodoxes. Et donc, dès lors que les partis orthodoxes sont rentrés dans le gouvernement, il devenait beaucoup plus difficile de faire voter des lois sur les droits de l'homme. Et c'est à ce moment-là qu'est intervenu, je dirais, on pourrait dire le coup de Jarnac des protagonistes de ces lois, c'est-à-dire la dissimulation du fait qu'elles allaient donner à la Cour suprême le pouvoir d'annuler d'autres lois de la Knesset. Donc, le point crucial de ces deux lois, le fait qu'elles allaient en fait transformer la Cour suprême en une cour constitutionnelle, entre guillemets, puisqu'on n'a pas de constitution, ce point-là a été caché au public, y compris aux députés de la Knesset, et les mots même de Cour suprême siégeant comme cour constitutionnelle ont été effacés du projet de loi. Donc tout ça, ça a été raconté depuis, comme j'ai dit, par Chaim Ramon, par l'ancien chef du Parti travailliste, et c'est raconté dans un reportage très parlant de la télévision israélienne. Et donc, je dirais, c'est un petit peu le contexte législatif qui a permis au juge Barak de faire adopter l'élément fondamental de sa révolution constitutionnelle par la Knesset, en cachant évidemment le but principal et en s'appuyant sur un petit groupe de députés, d'ailleurs de plusieurs partis, travaillistes et aussi du Likoud, parce que pour toutes sortes de raisons que je n'ai pas le temps d'élaborer, il y avait aussi des gens au sein du Likoud qui étaient favorables à cette révolution constitutionnelle, et c'est le cas d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça, c'est le contexte historique de la révolution constitutionnelle. Alors, pour citer encore une fois le juge Aaron Barak sur un point très important, et qui va faire le lien peut-être avec la dernière partie de mon exposé. Il a dit quelque part à propos de la révolution constitutionnelle, une démocratie de la majorité seule, qui ne s'accompagne pas d'une démocratie des valeurs, n'est qu'une démocratie formelle et statistique. La vraie démocratie limite le pouvoir de la majorité afin de protéger les valeurs de la société. Alors ça, je dirais que c'est une citation cruciale pour comprendre la philosophie du juge Barak et pour comprendre finalement toute l'œuvre qu'il a menée et toute cette révolution qu'il a menée. Et quelque part, ça replace aussi le débat israélien dans un débat plus vaste qui concerne l'ensemble des démocraties occidentales. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait d'accord avec cette affirmation du juge Barak, c'est-à-dire que la démocratie formelle, la démocratie de la majorité, ça ne suffit pas. Il faut une démocratie des valeurs. La question qui demeure évidemment ouverte, la question cruciale, c'est qui est-ce qui peut décider quelles sont ces valeurs et qui est-ce qui doit les interpréter, n'est-ce pas? Et sur ce point précis, le juge Barak, évidemment, il a une réponse tout à fait nette. C'est la Cour suprême qui doit décider quelles sont ces valeurs et c'est elle seule qui est habilitée ensuite à protéger ces valeurs et c'est ce que fait aujourd'hui la Cour suprême, n'est-ce pas? Donc, si on a aujourd'hui une Cour suprême, comme je l'ai décrit, hyper activiste, hyper interventionniste, qui est devenue le premier pouvoir en Israël, c'est aussi au nom de cette conception de la démocratie des valeurs qui fait que finalement, comme le juge Barak lui-même l'a dit, une minorité éclairée, c'est son expression, ou un juge éclairé peut défendre, interpréter, protéger ce qu'il appelle les valeurs fondamentales de la société, y compris en le faisant contre l'avis de la majorité, n'est-ce pas? C'est une conception élitiste, c'est une conception presque oligarchique dans laquelle les juges éclairés sont les seuls finalement habilités non seulement à dire le droit, sont les seuls habilités à dire quelles sont les valeurs fondamentales de la société et sont les seuls habilités à protéger ces valeurs, y compris contre la majorité. Et c'est bien finalement ce que nous disent aujourd'hui les manifestants à Tel Aviv et ailleurs, finalement, c'est que peu importe quelle est la Knesset qui a été élue, peu importe quel est le gouvernement qui a été porté au pouvoir par la majorité du peuple, ce qui compte, ce sont les valeurs fondamentales de la société, les droits des minorités, les droits des femmes, les droits de LGBT, etc., etc. La liste est longue. Et ces droits essentiels, qui sont les valeurs fondamentales de la société d'après le juge Aaron Barak, eh bien, finalement, ils ont préséance sur tout ce que pourra dire
un gouvernement, une Knesset, y compris lorsqu'ils viennent d'être portés au pouvoir par des élections. Donc, vous voyez deux conceptions de la démocratie qui sont évidemment tout à fait contradictoires. Et finalement, c'est peut-être, à mon sens, c'est ça le conflit qu'on voit aujourd'hui en Israël depuis quelques mois, depuis l'élection du gouvernement. Mais en fait, ce conflit avait commencé bien avant, puisqu'il y avait déjà des manifestations avant même les dernières élections. C'est ce conflit entre deux idées de la démocratie, entre la démocratie de la majorité, la conception classique qui dit le peuple élit ses représentants qui appliquent la politique pour laquelle ils ont été élus, et d'un autre côté, démocratie des valeurs qui dit finalement, peu importe la majorité au pouvoir, il y a des valeurs qui doivent être respectées, qui doivent être défendues, y compris dans la rue, et ces valeurs finalement sont opposables aussi à un gouvernement et à une majorité à la Knesset. Alors, je ne rentre pas dans la question du conflit de valeurs dans la société israélienne. Je crois qu'il y aura plusieurs intervenants qui le feront dans les prochaines semaines. Mais simplement, je voudrais maintenant aborder évidemment le sujet du projet de réforme judiciaire. Rapidement, je n'aurai pas le temps de l'exposer dans tous ses détails, mais la première chose que je voudrais dire, c'est que la réforme actuelle, premièrement, n'est pas nouvelle. Deuxièmement, c'est pas la première fois que quelqu'un essaye de réformer ce système et essaye de rétablir un statu quo ante qui a été violé, qui a été bouleversé dans les années 90, comme je l'ai raconté. C'est arrivé en fait à plusieurs reprises. Il y a quasiment pas un seul ministre de la Justice en Israël depuis les années 90 qui ne s'est pas attelé à la tâche de réformer ou d'essayer avec plus ou moins de vigueur et de conviction de réformer ce système, parce que, quelque part, je dirais, le défaut du système qui a été mis en place dans les années 90 sont apparus très vite, et dès que l'ensemble de la population et l'ensemble du monde politique et juridique ont compris à quoi on était confronté avec cette révolution constitutionnelle, avec cette Cour suprême hyperactiviste et hyperpuissante, eh bien, on a essayé de ramener les choses à la situation antérieure que j'avais décrite tout à l'heure. Et tous ceux qui s'y sont essayés quelque part, se sont heurtés à un mur parce que, évidemment, lorsque une institution, quelle qu'elle soit, acquiert, s'arroge, s'octroie un pouvoir exorbitant, comme c'est le cas de la Cour suprême aujourd'hui, eh bien, c'est très difficile de la faire ensuite, de l'y faire renoncer, de la convaincre d'y renoncer de son plein gré. Et la Cour suprême est d'autant moins désireuse aujourd'hui de renoncer à ses prérogatives qu'elle a évidemment beaucoup de soutien dans d'autres institutions, dans d'autres organes de pouvoir, notamment les médias israéliens qui lui sont très largement acquis, aussi de larges parties du monde académique. Enfin, vous savez qui est-ce qui manifeste aujourd'hui dans les rues. Il y a évidemment ce premier pouvoir, il n'est pas seul, il est aussi soutenu par d'autres pouvoirs. Alors, et peut-être autre point important à souligner à propos du projet de réforme actuel donc, qui est mené par le ministre Yariv Levin. Moi-même, j'avais interviewé Yariv Levin en 2011. À l'époque, il était simple député du Likoud. C'était un jeune député très prometteur. Et il m'avait exposé dans les grandes lignes exactement le projet de la réforme actuelle. Donc, tous ceux qui vous disent cette réforme, elle a pour objet de permettre à Netanyahou d'échapper à son procès, évidemment, ça n'a rien à voir. C'est, comme j'ai dit, c'est un projet de réforme qui a été soutenu par toutes sortes de gouvernements, toutes sortes de ministres, sous des formes évidemment un petit peu différentes, mais dans les grandes lignes, je dirais, rétablir un équilibre entre la Knesset, le gouvernement et la Cour suprême. Eh bien, il y a des gens de tous les bords qui sont favorables, y compris d'ailleurs ceux qui manifestent contre aujourd'hui, y compris Gideon Sa'ar, y compris Yair Lapid. Voilà, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et Yariv Levin lui-même avait exposé les grandes lignes de ce projet en 2011, donc bien avant la situation politique actuelle. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du projet de réforme parce que je n'aurai pas le temps de le faire. Je crois qu'on arrive bientôt au terme de mon intervention. Je ne sais pas d'ailleurs combien de temps il me reste. Mais juste pour aborder succinctement les principaux volets, ou plutôt pour présenter, je dirais, les objectifs essentiels de ce projet de réforme. Le premier
volet, comme vous le savez, celui qui a été débattu très largement pendant les mois qu'on a vécu maintenant en Israël, c'est celui du mode de nomination des juges, celui de la commission de nomination des juges, parce qu'en Israël, on a un système finalement de cooptation et un système, ce qu'on appelle en hébreu chaver, mevi chaver, par lequel les juges se désignent entre eux, ils ont un droit de veto au sein de la commission de nomination, et finalement, ils reproduisent un petit peu comme selon un système de reproduction un petit peu à la Bourdieu, c'est les juges qui se reproduisent eux-mêmes et finalement, on a toujours une majorité activiste, progressiste au sein de la Cour suprême, contrairement donc au système américain que j'avais évoqué tout à l'heure. En Israël, il n'est pas possible de modifier la couleur de la Cour suprême, tout simplement parce que le mode de domination permet aux juges activistes et progressistes qui sont favorables aux idées du juge Barak de s'auto-reproduire entre eux, de se coopter entre eux, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que le sujet de la nomination des juges, évidemment, est un sujet crucial qui devait être réformé dans le projet de Yariv Levin et de Simcha Rothman. Et le but étant finalement de permettre à la commission de nomination de s'ouvrir plus largement et d'obtenir finalement une Cour suprême qui serait beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus démocratique et surtout qui serait beaucoup moins unicolore, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, un des arguments qu'on a souvent entendu dans le débat public israélien, c'était de dire il ne faut pas laisser aux politiques le droit de nommer les juges, alors qu'en vérité, c'est le contraire. Si on permet aux politiques, d'abord politique, ce n'est pas un mot péjoratif, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, et j'en dirai peut-être quelques mots en conclusion. Politique, ça n'a rien de péjoratif, et permettre aux politiques de nommer des juges, c'est la garantie du fait que les juges représenteront l'ensemble de l'éventail des opinions politiques. Alors qu'aujourd'hui, ce sont les juges eux-mêmes qui se désignent avec l'aide de l'ordre des avocats et finalement qui se cooptent. Et on a cette situation tout à fait anormale dans laquelle il y a de temps en temps un juge avec une kippa, il y a de temps en temps un juge arabe, il y a un juge conservateur, il y a un juge qui habite en Judée-Samarie, mais finalement, 80% des juges, ça reste l'establishment ashkénaze laïque de gauche qui maintient son pouvoir. Comme avait dit un commentateur israélien, la Cour suprême, c'est la cellule du parti Meretz de Jérusalem. Aujourd'hui, le parti Meretz, il est même plus représenté à la Knesset, n'est-ce pas? Ce qui d'ailleurs est très dommage, mais finalement, il n'a pas besoin d'être à la Knesset puisqu'il est à la Cour suprême. Donc, il est bien au-dessus de la Knesset. Alors, vous savez d'ailleurs que géographiquement, la Cour suprême, elle est aussi un petit peu au-dessus de la Knesset. C'est intéressant d'aller se promener entre la Cour suprême et la Knesset et de voir qu'elle a été construite un tout petit peu au-dessus de la Knesset, c'est peut-être pas par hasard. Alors, un autre volet, évidemment, je dirais, sans rentrer dans le détail de la réforme, je dirais l'objectif principal de la réforme judiciaire et de tous les projets de réforme judiciaire qui ont été menés depuis les années 90 et 2000, c'est de rétablir la distinction fondamentale entre droit et politique, n'est-ce pas? Et ça, c'est un sujet évidemment crucial et qui ne concerne pas seulement Israël, c'est-à-dire de faire en sorte que les juges s'occupent de dire le droit et ne s'occupent pas de dire la politique, hein, finalement de rétablir cette distinction fondamentale qui a été estompée, qui a été effacée et qui fait qu'aujourd'hui, la Cour suprême est devenue un acteur politique, ce qui, bien entendu, a eu aussi des conséquences très négatives pour elle-même parce que la confiance du public a été très largement érodée depuis plusieurs décennies. Et la Cour suprême, qui autrefois était le fleuron de la démocratie israélienne et qui était très respectée par l'ensemble du public, parce qu'on savait que, comme avait dit Menachem Begin, il y a des juges à Jérusalem, aujourd'hui, en entrant de plein fouet dans le débat politique, elle est devenue un acteur politique et donc elle s'est elle-même exposée à la critique et elle a sapé la confiance du public, elle a finalement scié la branche sur laquelle elle était assise. Donc, c'est pour ça qu'il est essentiel de rétablir cette distinction entre droit et politique, de rétablir la distinction entre ce qui est justiciable et ce qui ne l'est pas, de rétablir l'équilibre entre le pouvoir des élus et les pouvoirs non élus, et je dirais de redonner à la fois à la Knesset et aussi au gouvernement
les prérogatives dont ils ont été petit à petit dépossédés. Alors, je vais peut-être conclure sur ce sujet-là pour dire que finalement, l'enjeu principal du projet de réforme judiciaire, c'est à la fois donc de renier les prérogatives que la Cour suprême s'est octroyées depuis les années 90, en la ramenant à un rôle beaucoup plus modeste, qui était celui qu'elle avait autrefois, qui était le rôle essentiel de dire le droit. Et c'est tout à fait, je dirais que c'est à la fois ironique et triste de voir que le juge Aaron Barak, que certains considèrent comme un génie du droit, finalement, aujourd'hui, tout ce qui l'intéresse, enfin aujourd'hui ou plutôt hier, puisqu'il a pris sa retraite, même s'il intervient encore dans le débat public, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui finalement s'est désintéressé de son métier, de son domaine de compétences, parce que finalement, il a voulu, et c'était l'objet de la réforme dont j'ai dit quelques mots, réforme en introduisant, en créant des cours administratives, c'était de délester la Cour suprême de tout le contentieux administratif ou d'une large partie du contentieux administratif pour lui permettre de se consacrer à des questions publiques et politiques. Donc les juges eux-mêmes se sont désintéressés du droit, de leur domaine de compétences, pour entrer de plein pied dans le débat public et politique en se faisant, non seulement en portant atteinte à la confiance du public, en portant atteinte à l'équilibre des pouvoirs, et surtout, et c'est à mon avis le point crucial, en portant atteinte au pouvoir des élus du peuple. Et donc, l'enjeu crucial de la réforme judiciaire, c'est tout simplement, je dirais, de rétablir un équilibre des pouvoirs et de restaurer le cœur même de la démocratie, qui est le pouvoir qui est confié par le peuple à ses élus. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je sais qu'il y a des questions qui ont peut-être été posées sur le fil. Peut-être si j'ai le temps, je pourrais répondre à une ou deux questions. Je ne sais pas quel est le temps qui m'est imparti. Alors, la première question me permet de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire de faire l'annonce d'un prochain événement, puisque la question est qui attise le feu anti-gouvernemental et la cabale Crime Minister. Et je peux donc faire le teasing de la prochaine conférence de Jean-Pierre Liédot à ce sujet. Et qui aura lieu, je crois, le 14. Voilà. Donc, le dimanche 14 mai, à la même heure, Jean-Pierre répondra à votre question, Jean-Marc. Une autre question, cette fois-ci, c'est bien pour vous, Pierre. Pourquoi l'argument principal des détracteurs de cette loi en Israël et en Occident est-il le déni de démocratie, la crainte qu'Israël perde son caractère démocratique et devienne une dictature? Alors oui, je vais répondre à cette question. Je vais peut-être répondre aussi à une autre question qui a été posée sur le fil à propos du conseiller juridique du gouvernement. Alors évidemment, c'est un aspect crucial de la réforme et du débat juridique politique en Israël, la question du conseiller juridique du gouvernement, parce qu'en Israël, vous avez une personne qui a la double casquette de procureur de l'État et de conseiller juridique, et qui, à ce titre, finalement, je dirais, a une espèce de conflit d'intérêts. Et surtout, il y a le fait que le conseiller juridique se permet de ne pas être au service du gouvernement, mais d'avoir ses propres opinions indépendantes. Et donc, on a vu de manière récurrente en Israël un conseiller juridique du gouvernement qui refusait de défendre la position du gouvernement devant la Knesset, devant l'opinion. Et donc, on a cette situation un petit peu ubuesque dans laquelle le gouvernement ou un ministre ou le chef du gouvernement doit lui-même aller chercher un avocat privé pour défendre sa position contre l'avis du conseiller juridique du gouvernement. Et sur ce sujet, c'est un sujet sur lequel il y a une large unanimité dans le monde juridique, judiciaire en Israël, que cette situation est intenable. En tout cas, le fait que le conseiller juridique du gouvernement ait cette double casquette de procureur de l'État et de conseiller juridique. Alors, je vais répondre à la question évidemment très importante et fondamentale à mes yeux de savoir pourquoi est-ce que ceux qui manifestent dans la rue le font au nom de la démocratie et en évoquant le risque de la dictature. C'est un petit peu cette question d'ailleurs qui m'a incité à écrire ce livre « Quelle démocratie pour Israël ?» parce que en tant qu'observateur concerné de ce qui se passait en Israël depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, moi aussi je me suis posé cette question. Je me suis demandé pourquoi est-ce que ces gens scandent le mot démocratie? Pourquoi est-ce qu'ils envahissent les rues tous les samedis soirs et plus souvent encore avec le drapeau d'Israël? Et au-delà de tous les gimmicks, au-delà de tout l'aspect de manipulation politique que je crois Jean-Pierre Liédot évoquera la semaine prochaine ou dans 15 jours, il y a une question de fond
à laquelle j'ai voulu répondre, c'est-à-dire que je ne me suis pas contenté de penser qu'il y avait une manipulation, même si je suis aussi persuadé qu'il y a une manipulation de l'opinion et qu'il y a aussi des acteurs très puissants derrière toutes ces manifestations qui jouent sur les craintes de l'opinion, par exemple en diffusant des fausses informations, en nous faisant croire que le gouvernement va bientôt séparer les hommes et les femmes dans les autobus, etc. etc. Donc, toutes sortes de fake news, de mensonges politiques qui sont diffusés. Mais au-delà même de cette manipulation considérable, il y a une vraie question à laquelle j'ai voulu répondre dans ce livre, qui est finalement, qu'est-ce qu'on entend par le mot démocratie? Et effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux conceptions qui s'opposent frontalement. La conception classique dans laquelle on a tous grandi, on pensait savoir ce que c'était que la démocratie. On pensait que la démocratie, c'était le pouvoir de la majorité qui élisait ses représentants et ces représentants appliquaient une certaine politique. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une deuxième conception qui est différente, que personnellement, je considère que ce n'est pas c'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit la vraie définition de la démocratie, mais on ne peut pas non plus faire comme si elle n'existait pas. On ne peut pas simplement dire ces gens se trompent, ils sont manipulés. Il y a quelque chose derrière il y a un argument qu'il faut bien écouter, n'est-ce pas? Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est finalement cette idée de ce que le juge Barak appelle la démocratie des valeurs, finalement sur qu'est-ce qu'elle nous dit. Et je crois que fondamentalement, elle nous dit plusieurs choses, et c'est un sujet très vaste qui pourrait faire l'objet d'une autre conférence. Finalement, c'est est-ce que la démocratie, c'est simplement, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui faire confiance au peuple, à la majorité? Et à mon sens, il y a aujourd'hui un déni de confiance, il y a ce que j'ai appelé aussi un désaveu pour l'idée même de la démocratie, qu'on voit en Israël, mais qu'on voit en France évidemment aussi et ailleurs dans le monde, c'est-à-dire que de plus en plus de gens pensent que finalement, on ne peut pas confier à la majorité, à quelque majorité que ce soit d'ailleurs, mais surtout à une majorité lorsqu'elle ne pense pas comme vous évidemment, et surtout à une majorité qui n'est pas progressiste, on ne peut pas lui confier le droit de décider pour l'ensemble de la nation. Et il y a même des concepts nouveaux qui sont apparus, par exemple celui de démocratie libérale que vous avez entendu. Finalement, aujourd'hui, dans les médias progressistes en France et ailleurs, si vous lisez Le Monde, chaque fois qu'on parle d'un gouvernement de droite qui a été élu dans une démocratie un petit peu différente que la démocratie française ou américaine, on vous dit c'est une démocratie libérale, on vous dit en Israël, d'ailleurs le concept a été utilisé évidemment pour Israël, on nous dit que le pouvoir aujourd'hui en Israël n'est pas vraiment démocratique. Israël est devenu, sous Netanyahou, une démocratie illibérale parce que c'est une démocratie qui n'a pas pour agenda la défense des valeurs progressistes qui sont aujourd'hui unanimement acceptées, en tout cas par toutes les élites éclairées. Et donc, cette unanimité de façade justifie finalement la contestation du principe même de la démocratie telle que nous pensions le connaître. Donc voilà en quelques mots, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais voilà en quelques mots l'affrontement entre ces deux notions de démocratie très différentes, démocratie de la majorité et démocratie des valeurs. Et c'est, à mon sens, c'est la clé qui explique pourquoi tous ces dizaines de milliers d'Israéliens manifestent en scandant le mot démocratia. Merci beaucoup Pierre, qu'on avait manqué en réponse. Alors une question de Pierre Andriache. Bonsoir, voici ma question pour la fin de la conférence. J'imagine que M. Lursa parlera du rôle du conseiller juridique du gouvernement. Je souhaiterais savoir comment il se fait qu'alors que ce conseiller, qui a aussi la casquette de procureur, qui est nommé par le gouvernement, s'oppose si fréquemment à ce dernier. Merci d'avance pour la réponse et merci d'avoir organisé la conférence. Oui, je crois que j'ai répondu tout à l'heure à propos du conseil du juridique du gouvernement. J'avais lu cette question. Il y a une autre question sur le fil qui est posée, revenir sur le sujet que la réforme n'a pas de rapport avec le procès de Bibi. Je crois que la réponse, elle est très simple. La réforme, dans ses grandes lignes, avait déjà été tracée par Yariv Levin lui-même, et je renvoie d'ailleurs les auditeurs intéressés à l'interview qu'il m'avait accordée dans Israël Magazine en 2011, qui a été republiée récemment dans Israël Magazine. Il m'avait dit exactement ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc, ça se passait en 2011, ça se passait avant tous les procès Netanyahou. Donc, voilà, chronologiquement, la réforme n'a rien à voir avec le procès de Netanyahou. Merci. Alors, une question de Jean-Marc Lévy. Concernant le pouvoir de la Cour suprême sur les décisions de sécurité, notamment Gaza, pourquoi l'échelon politique ne passe-t-il pas outre la Knesset ayant in fine le dernier mot? Alors effectivement, je dirais c'est une question essentielle.
et c'est peut-être même la question essentielle, c'est qui a le dernier mot. Et aujourd'hui, la Knesset n'a pas le dernier mot. Alors, quand Jean-Marc Lévy me pose la question pourquoi l'échelon politique ne passe-t-il pas outre, on peut répondre de différentes façons. On peut dire parce qu'il n'ose pas, ou on peut dire parce qu'il ne peut pas. Finalement, aujourd'hui, ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est que finalement, les contre-pouvoirs sont devenus plus puissants que les pouvoirs eux-mêmes, auxquels ils servent de contre-pouvoir. Aujourd'hui, effectivement, on a bien vu ces dernières semaines, on a vu lorsque la réforme a été arrêtée, lorsqu'elle a été stoppée, on a vu que les manifestations dans les rues, plus les grands médias, plus l'intervention de la présidente de la Cour suprême, plus l'intervention américaine, plus la Histadrout qui avait voulu interrompre les vols de l'aéroport, tout ça, ça faisait ce que certains appellent le deep state, voilà, tout ça, c'est plus que le pouvoir de la Knesset et du gouvernement. Alors, on peut débattre évidemment de savoir si cette menace de chaos était réelle ou pas. C'est un sujet que je n'ai pas le temps d'aborder, mais évidemment, par exemple, les lettres des réservistes qui ont dit qu'ils n'allaient pas servir, il y avait une grande part de manipulation et de pression psychologique. On sait bien que la plupart des soldats israéliens continueront de servir et continueront de remplir les ordres. Donc, évidemment, il y a une grande part de manipulation et de peur. Mais malgré tout, on ne peut pas non plus nier le fait qu'aujourd'hui, les contre-pouvoirs sont devenus, et moi, en tout cas, c'est l'idée que je soutiens, sont devenus plus puissants que les pouvoirs eux-mêmes, c'est-à-dire que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et c'est pour ça que je dis l'enjeu de la réforme, c'est de rendre le pouvoir aux élus du peuple, donc de rendre le pouvoir à la Knesset et effectivement, pour répondre à la question qui a été posée, de rendre le dernier mot à la Knesset dans le débat entre Knesset et Cour suprême. Et d'ailleurs, ça renvoie à aussi une autre question qui a été souvent abordée dans le débat public en Israël, c'est celle de ce qu'on a appelé la crise constitutionnelle. Ça aussi, ça a été agité comme un épouvantail par les grands médias en Israël. On nous a dit qu'est-ce qui va se passer en cas de crise constitutionnelle, et l'exemple qui a toujours été pris, c'est à qui l'armée devra-t-elle obéir si la Cour suprême et le gouvernement donnent des ordres contradictoires. Ce qui évidemment est une situation tout à fait impossible parce que la Cour suprême ne donne pas des ordres à l'armée. Dans aucune démocratie, à moins d'être dans une junte militaire où les juges sont à la solde. Dans une démocratie, ce n'est pas les juges de la Cour suprême qui donnent des ordres à l'armée. Mais cet épouvantail de la crise constitutionnelle a été agité, effectivement. Presque tous les matins, on entendait des journalistes sur Call Israël qui nous parlaient de la crise constitutionnelle pour dire finalement qui est-ce qui a le dernier mot. Est-ce que ça sera la Cour suprême ou est-ce que ça sera le gouvernement? Et donc, il y a une question de fond qui, effectivement, est une question authentique. Et c'est pour ça que, finalement, l'enjeu de la réforme, c'est de redire cette notion fondamentale de toute démocratie qui est que le dernier mot appartient à la Knesset, aux élus du peuple et au gouvernement. Merci. Et du coup, vous avez aussi répondu à la question de Gilles Belaïch. Petite précision de Pierre Henriage sur la question sur le conseil du gouvernement. Alors, il vous informe que n'avez pas répondu à la question, parce que la question était pourquoi le conseil du gouvernement, nommé par lui, est-il si souvent en porte-à-faux avec lui? Alors, oui, alors c'est une question évidemment intéressante. Pourquoi est-ce qu'il est en porte-à-faux? Parce que politiquement, il n'est pas du même bord. Alors, évidemment, lorsqu'il est nommé, on croit qu'il est du même bord, et puis ensuite, on s'aperçoit qu'il n'est pas du même bord. Et évidemment, il y a une question intéressante. C'est une question qui est récurrente dans l'histoire récente d'Israël. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est nommé à un certain poste par un certain gouvernement, ensuite va prendre des positions contraires? Eh bien, pour résumer de manière très, très claire, de manière très, très rapide plutôt, je dirais parce que ces personnes qui sont nommées vont finalement se ranger à l'avis de l'establishment, d'un certain establishment, et on a vu cette situation se produire à de nombreuses reprises. Je donnerai peut-être un seul exemple tout à fait marquant, c'est celui de l'ancien président Reuven Rivlin, qui avait lui-même été poursuivi en justice. On lui avait forgé un petit peu des dossiers judiciaires. Finalement, il s'en était sorti. Et lorsqu'il est devenu président de l'État, finalement, il s'est rangé du côté de la Cour suprême, du côté de la Praklito, du procureur de l'État. Donc, quelque part, il a un petit peu changé de bord, n'est-ce pas? Et c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont été confrontées, ça c'est un sujet que je n'ai pas eu le temps d'aborder, mais pourquoi
de nombreux ministres ont voulu réformer le système et finalement n'y sont pas parvenus. Une des raisons les plus courantes, les plus fréquentes, une des raisons, je dirais, une des raisons essentielles, c'est qu'ils ont eux-mêmes été traînés en justice. On leur a inventé des dossiers. C'est le cas, par exemple, du ministre Yaakov Neeman. C'est le cas peut-être le cas d'école, parce que Yaakov Neeman, il a dû démissionner au bout de quelques semaines. Et d'ailleurs, il avait dit à l'époque, « Je remercie Dieu de m'avoir mis dans cette situation d'être poursuivi et inculpé de manière totalement aberrante et sans aucun fondement, parce que maintenant, je comprends ce que c'est pour le simple justiciable, pour le simple citoyen, d'être poursuivi par une justice politique. » Donc ça, évidemment, c'est un sujet que je n'ai pas eu le temps de traiter en détail, mais pourquoi est-ce que des gens qui sont nommés par le gouvernement, finalement, ne défendent pas le gouvernement? Eh bien, c'est évidemment pour des raisons politiques. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question, si vous le voulez bien, Pierre. Il y a eu plusieurs questions concernant un référendum. Est-ce qu'un référendum est possible en Israël? Alors, est-ce qu'un référendum est possible sur ce sujet-là? Oui, pourquoi pas? Est-ce qu'un référendum est possible? Bien sûr, un référendum est possible, mais je crois que toutes les idées qui ont été avancées, y compris d'ailleurs le débat qui a lieu aujourd'hui devant le président de l'État, ou qui est parrainé par le président de l'État, toutes ces idées, elles sont possibles, elles peuvent être positives, elles peuvent être encouragées, mais malgré tout, il y a un risque dans toutes ces propositions, c'est finalement d'oublier qu'un gouvernement a été élu et ce gouvernement a le droit et la légitimité d'appliquer la politique pour laquelle il a été élu. Et si on perd de vue cette notion, alors quelque part, je dirais, la démocratie en sort affaiblie. Et c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui. Le gouvernement a cru bien faire en faisant une pause. On peut débattre jusqu'à aujourd'hui de savoir s'il y a été contraint ou s'il l'a fait de son plein gré, mais quelque part, je dirais, l'idée même de la démocratie et la légitimité démocratique du gouvernement a été atteinte par cette pause et par le fait que finalement la rue a imposé sa volonté, ou la rue ou les contre-pouvoirs qui sont derrière ont imposé leur volonté à un gouvernement qui venait tout juste d'être élu. Les élections ont eu lieu il n'y a même pas 6 mois, n'est-ce pas? Voilà, merci à tous de votre attention. Et bien sûr, je vous invite à lire mon livre « Quelle démocratie pour Israël ». Merci beaucoup. Il est actuellement disponible en ligne sur plusieurs sites de vente en ligne et bientôt, il sera disponible aussi en Israël. Merci beaucoup. Merci à tous les participants qui étaient très nombreux. Nous vous informons qu'il y a déjà 2 conférences qui sont prévues la semaine prochaine et la semaine d'après. La conférence du dimanche 7 sera menée par Georges Elias Sarfati et la conférence du dimanche 14 sera menée par Jean-Pierre Lido. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez été contacté par email et par nos précieux réseaux. Du coup, vous serez informé en temps et en heure. Merci beaucoup d'avoir été ici et vous pourrez retrouver très prochainement dans les prochains jours la conférence ainsi que les questions dans leur intégralité sur YouTube. Nous vous enverrons par email l'URL de la vidéo. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et puis à la semaine prochaine, j'espère. Ça vient de Thune. Alors, je suis obligé de rentrer dans l'ordinateur, d'aller chez Thune, de désactiver, mais ça prend quelques secondes. Alors, dans ce cas-là, je vais désactiver. Si ça arrive, je désactive le son. Le cerveau corrompu avait compris Thune dans le sens tunisien. Je me demandais encore ce qu'on avait à voir avec cette histoire, mais